OK, on va commencer. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici. Bienvenue au webinaire Comment la robotique interactive peut contribuer au bien-être des personnes âgées. Je m'appelle Ash McCaskill. Je suis coordinatrice des programmes à Ashwell et à la plateforme Epic AT. Avant de commencer, j'aimerais partager quelques points d'accès. Veuillez noter que le webinaire aujourd'hui est enregistré et qui sera disponible sur la chaîne YouTube d'Ajwa après l'événement. Les sous-titres est disponible pour tous ceux qui ont besoin. Si vous souhaitez l'activer, vous le trouvez en bas de la fenêtre de Zoom. Il s'agit d'une icône avec deux C qui indique Closed Caption, sous-titrage codé. Le texte apparaît en bas de la fenêtre en blanc sur fond noir. Veuillez noter qu'il s'agit d'un système automatisé et il est donc possible qu'il ne soit pas tout à fait exact. Nous voulions nous assurer que tout le monde vit une bonne expérience aujourd'hui. Donc, ça, c'est pourquoi nous attendons de tous les présenteurs et participants qui fassent preuve de respect et de gentillesse à l'égard de tous ceux qui partagent cet espace. Toute personne qui livre à une forme quelconque de harcèlement sera exclue de l'événement. Il y aura une Q&A à la fin de l'événement. Veuillez utiliser la fonction Q&A qui est au bas de votre fenêtre de Zoom. Aussi, tu peux utiliser le chat ou aussi enlever ton mic et lever tes mains. Nous aussi invitions à nous faire part de votre situation actuelle dans le chat. Nous vous remercions de votre présence. Maintenant, j'aimerais vous présenter Dr. François Michaud, notre fantastique présentateur pour cette session. Oui, j'ai utilisé le mot fantastique, c'est vrai. François Michaud, PhD, il est un ingénieur et professionnel au département de génie électrique et informatique de l'Université de Sherbrooke. Ses activités de recherche visent à intégrer des systèmes robotiques autonomes intelligents dans les conditions de fonctionnement quotidien afin d'améliorer le bien-être des gens. Il possède une vaste expérience dans le lancement et la réalisation de projets de recherche interdisciplinaires impliquant des collaborateurs en physiothérapie, ergothérapie, pédopsychiatrie, éducation, sciences cognitives, etc. Il est le directeur fondeur du regroupement stratégique québécois Inter, portant sur l'ingénierie de technologies interactives en réadaptation. Donc, je vous dis merci beaucoup à François Patissier et je vous passe le mic à toi. Merci beaucoup. Super. On va partager l'écran. On dira à Ashley si ça fonctionne. Est-ce que tout est beau? Tout est beau. On voit la belle diapo d'introduction. C'est bon. Donc, Merci beaucoup. c'est bon, parfait. Merci beaucoup, Ashley. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui sur l'heure du dîner. Donc, je vais être sur votre menu pour ce midi. Très content que Edgewell nous ait approchés pour pouvoir parler de robotique pour les personnes âgées, un sujet qui me passionne. J'ai organisé la présentation pour couvrir différents projets. Je vais remettre l'emphase un peu plus sur certains au début, puis à la fin, je vais passer d'autres projets un peu plus en rafale. L'idée, c'est de vous donner un aperçu de ce qu'on fait en robotique. Ici, bon, il y a juste mon nom, mais j'ai rajouté équipe Université de Sherbrooke parce que je vais présenter des résultats, des travaux qui ont été l'objet de contributions puis de collaboration avec vraiment un très grand nombre de personnes que je nommerai pas tous là, et toutes,
Ça serait juste trop gros, mais je tiens à dire que c'est vraiment le fruit d'un effort collectif. Avant de commencer, c'était important pour moi qu'on le fasse. Je me suis dit pour cette présentation-là que bon, c'est sûr que j'allais puiser dans ce qu'on a fait par le passé, mais je me suis dit que ChatGPT pourrait peut-être m'aider à initier la présentation, puis peut-être faire la présentation pour moi. Donc, j'ai posé cette question-là à ChatGPT. Maintenant qu'on a un nouvel outil, là, on va l'exploiter. Puis ça, c'est la réponse qu'il a donnée à qu'est-ce que peuvent faire les robots pour les personnes âgées. Puis, il a ciblé 5 points. Donc, les soins personnels, donc pour le bain, l'habillage, la toilette, les tâches ménagères, l'aspirateur, balayer, faire la lessive, pour la compagnie, réduire la solitude, la dépression, engager une conversation, jouer à des jeux, danser, la physiothérapie, donc pour aider les personnes âgées à retrouver leur force et leur mobilité, puis la surveillance, donc pour surveiller la santé et la sécurité des personnes âgées. J'étais content parce qu'on va couvrir 3 de ces points-là, les points 3, 4 et 5, avec des exemples sur ce qu'on a fait dans ces créneaux-là. J'étais surpris qu'ils sortent soins personnels et puis tâches ménagères, parce que ça, même s'il y a des activités de recherche, puis des démonstrations qui ont été faites, on n'est pas encore rendu à ce que des robots servent à faire le bain, l'habillage, la toilette, faire la lessive, oui, passer l'aspirateur parce qu'il y a des robots aspirateurs, mais ça reste quand même plus difficile comme tâche. Donc, ça, c'était sa réponse. À la fin, maintenir leur indépendance et améliorer leur qualité de vie, ce qui était aussi un point important. Mais je ne me suis pas laissé, je n'ai pas voulu laisser à ChatGPT juste la première réponse. J'ai demandé explique. Et il m'a répondu, bien sûr, avec plaisir. Donc, puis dans le fond, il a juste embrassé un peu les éléments. Donc, il parlait de variété de tâches, déplacer, les tâches ménagères, on les a vues, problèmes de mémoire, donc pour aider les personnes âgées qui ont des problèmes de mémoire. Fait que là, on va un petit peu plus loin. Compagnie aux personnes âgées, ça, on l'avait déjà, solitude, isolement. Engager une conversation, jouer à des jeux, danser, on l'avait aussi. Surveiller la santé et la sécurité, détecter les chutes et envoyer une alerte, puis maintenir leur indépendance, leur qualité de vie. Fait que, bon, on a rebrassé un peu, mais quelques petits éléments de nouveau. Mais je n'ai pas voulu arrêter là et c'est le fun avec un robot. On peut continuer à répéter les mêmes questions, puis il ne va pas se tanner. Fait que j'ai demandé encore d'expliquer qu'est-ce qu'il voulait dire dans sa réponse. Là, les mêmes choses restent en grande partie, mais là, on rajoute rester socialement connecté. Fait que ça, c'est un élément intéressant, je dirais. Puis je l'ai fait une 4e fois, vous allez me trouver vraiment achalant. Lui, en tout cas, mais il a toujours répondu avec beaucoup de politesse, bien sûr. Puis là, j'ai trouvé des éléments intéressants, nouveaux, dans le sens que il commence par dire que les robots sont des machines dotées d'une intelligence artificielle. Donc, on associe la capacité du robot à prendre des raisonnements par lui-même comme étant partie de la famille des approches en intelligence artificielle. Il faut comprendre ce lien-là. Donc, la robotique ne se fait pas en isolement du domaine de l'intelligence artificielle, mais plutôt se fait avec ou sous le chapeau du domaine de l'intelligence artificielle pour ce qui est de la capacité du robot à prendre des décisions, à faire des raisonnements, à appliquer des raisonnements sur des données. Donc, ça, c'est un point important. Bon, il a ressorti encore l'aide aux tâches domestiques en premier, ce qui est probablement un très grand besoin, mais on n'est pas encore rendu à ce que des robots prennent soin de nous autres là, dans le quotidien, malheureusement, mais c'est certainement un besoin. Assistance à la mobilité, on en a. On va voir comment, un exemple plus tard avec un fauteuil roulant intelligent. Rappel de médicaments de rendez-vous, donc aide cognitive. Ça, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas nécessairement rattaché seulement qu'au robot, parce qu'on peut le faire à travers d'autres types d'applications. La surveillance de la santé avec des capteurs. On va vous présenter un exemple plus tard sur en quoi la robotique peut aider à prendre des mesures peut-être avec une meilleure validation de la qualité de la mesure. Et puis,
compagnie et divertissement, donc encore là pour contrer l'isolement, réduire la solitude, des choses comme ça. Le point à la fin que j'ai trouvé intéressant là, dans la réponse de ChatGPT, c'est que il dit il est important de noter que les robots ne peuvent pas remplacer complètement les interactions humaines et les soins personnels. Donc, ça, c'est important de mettre en emphase ce point-là, à mon avis, parce qu'on n'est pas rendu à un stade, puis je ne crois pas là, que c'est la piste à prendre, en tout cas dans les commentaires qu'on reçoit des personnes âgées. On ne veut pas que le robot prenne la place des autres intervenants humains. On veut pas, on veut garder le contact humain. On veut servir des robots comme outil, comme instrument d'assistance. Donc, à ce que l'humain est capable de faire. Fait que c'est ce qui ChatGPT nous confirme ici en disant compléter ces aspects en fournissant une assistance pratique et en contribuant au bien-être émotionnel des personnes âgées. Donc, ChatGPT, après 4 réponses, rajoute des éléments qui m'ont permis là, de vous introduire un peu le contexte dans lequel on va présenter ce qui est traité aujourd'hui. Donc, si on prend un pas de recul, on se pose la question, qu'est-ce qu'un robot? Bien, je l'ai illustré de cette façon-là. C'est issu d'un livre en intelligence artificielle bien connu. Les robots, à la base, ont des capteurs, des senseurs qui leur permettent de percevoir le monde. Et puis, ont des actionneurs, que ce soit des moteurs pour manipuler des objets, se déplacer, des haut-parleurs, des écrans qui permettent de prendre action dans cet environnement-là où il opère. Environnement, dans ce cas-ci, quand on parle de robots interactifs avec les personnes, ça implique des gens. Donc, avec beaucoup d'imprécisions, de choses qui changent la dynamique de l'environnement, ça va vite. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent arriver, difficilement prévisibles. Puis, dans le fond, le robot, mis à part ses senseurs et ses actionneurs, ben, doit avoir une sorte de boîte grise que j'ai illustrée ici, là, qui est la matière grise ou un cerveau ou une intelligence qui permet de prendre l'information des capteurs, d'en dériver des données sur ce qui est à faire ou qu'est-ce qui vit comme situation, utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle, de traitement de signal et de contrôle pour arriver à générer des actions pour ces différents moteurs, haut-parleurs, pour la parole ou écran, qui va l'amener à interagir avec son environnement. Puis, la clé ou le défi, c'est de trouver qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette fameuse boîte grise-là pour que le robot le fasse de façon efficace, appropriée, optimale, intelligent, si on peut le qualifier quand on observe son comportement. C'est là que ça se joue. Donc, puis a priori, quand on regarde les robots interactifs avec les personnes âgées, bien, le niveau de complexité ou d'intelligence manifestée par la machine, elle reste quand même limitée. C'est beaucoup je perçois telle chose et je prends telle action dans ce contexte-là. Mais l'intelligence en soi, pour qu'une machine soit vraiment considérée comme intelligente, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Mais c'est un début. On est fonction de, quand on fait un robot, des progrès technologiques au niveau des capteurs, au niveau des actionneurs, au niveau des systèmes de traitement, les ordinateurs qu'on est capable de mettre dans les robots, puis nécessairement aussi des algorithmes qu'on... Tout ça, c'est interrelié. Donc, puis le domaine de la robotique évolue en fonction de l'évolution des progrès technologiques dans ces 4 phases-là, 4 secteurs. Je suis revenu à ChatGPT pour y poser une autre question cette fois-là, pour lui dire qu'est-ce que c'est un robot interactif. Il est sorti comme réponse interagir avec les humains de manière naturelle et intuitive. Donc, quand on parle de naturel et intuitive, ici, c'est de comprendre et répondre aux commandes vocales, gestuelles et visuelles des humains. Puis là, ben, comment on fait ça? Ben là, ChatGPT vient nous dire qu'on utilise des capteurs, des caméras, des haut-parleurs, des écrans pour détecter les mouvements, les expressions faciales, entendre des commandes vocales et fournir des réponses en retour. Puis certains robots interactifs sont également équipés de technologies de reconnaissance vocale et faciale pour identifier les utilisateurs et personnaliser les interactions. Ça, je vous dirais,
c'est faisable maintenant. Okay? Est-ce que les robots les plus communément utilisés avec les personnes âgées font ça? Parce que ça demande quand même beaucoup de puissance de calcul. Nous autres, puis je vais vous présenter le robot T-Top plus tard, on arrive à le faire parce qu'on a focalisé notre conception pour arriver à ces choses-là. Mais ça reste tout un défi d'ingénierie juste pour arriver là. Mais ChatGPT, il ne sait pas encore toutes ces choses-là. Il fait juste énumérer les possibilités. On va les voir un peu plus à travers la présentation. Puis là, on revient encore là à pouvoir utiliser pour fournir une assistance, des robots comme ça pour assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Donc, ChatGPT nous confirme qu'un robot interactif peut servir aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Donc, ça, c'est bien. C'est ce qu'on vise. Mais quand on pense à un robot interactif ou au robot interactif, avant que je fasse ça, je voulais juste vous montrer des exemples de robots d'un article de 2022, je m'excuse, sur des robots sociaux, justement avec les personnes âgées. On voit qu'on est quand même limité. Je dirais que l'intelligence, la boîte grise de ces robots-là, n'est pas très évoluée. C'est beaucoup, comme je disais, le robot perçoit telle situation ou une requête. Et génère une réponse, mais beaucoup moins évoluée en termes de je m'adapte en fonction de ce que je vois, j'arrive à faire des inférences sur la situation, je suis en mesure de prédire qu'est-ce qui va se passer. Ça reste des robots plus réactifs qu'intelligents. Donc, mais pour revenir à mon point juste avant, quand on pense à des robots interactifs, bien, ce qu'on pense ou ce qu'on veut, c'est ça. Ça, c'est un extrait du film Iron Man. Interaction gestuelle. On interagit verbalement avec le robot. Ça lui génère un peu de tristesse quand on l'insulte. Être capable de prendre des données de signes vitaux, tout de suite les interpréter. On voit que notre maître ou notre partenaire s'est fait mal, on prend des actions pour l'amener, pour l'aider. Encore là, expression en fonction de la morphologie du robot, l'assister ou coopérer dans ses actions sans même qu'on ait à le programmer, juste suivre et répondre aux besoins en observant. Bref, c'est à ça qu'on aspire. Au laboratoire IntroLab, le laboratoire que je dirige, nous autres, on a comme objectif d'amener les robots dans le monde réel, en développant, intégrant, puis en utilisant la mécatronique, le génie informatique, puis en testant le tout dans des applications spécifiques. Je vous ai montré dans cette diapo-là une série de robots qui ont été faits là, de 99 à 2010. Je vais vous parler un peu plus des robots plus récents de 2010 jusqu'à maintenant. C'est pour vous dire que dans les dimensions à prendre en considération, comme je disais, puis du système de traitement d'information, le système ordinaire à mettre à l'intérieur, il y a une série de défis d'intégration qui vient avec l'application qui est visée. Puis là, à travers les années, on s'est développé au laboratoire une expertise dans la conception, mais surtout dans l'intégration de ces morceaux-là, parce qu'on veut un robot plus puissant, on va devoir mettre des batteries plus grosses. Des batteries plus grosses amènent des moteurs plus puissants. Les moteurs plus puissants amènent un plus de poids, puis amènent une consommation énergétique plus grande, une dynamique différente. Donc, tout ça, ça s'apprend en faisant. Et puis, on va en parler un peu plus là, dans les projets que je vais présenter dans les prochaines diapos. Si on commence avec les robots de téléprésence, robots de téléprésence, ce que c'est des robots qui n'ont pas une intelligence. L'intelligence, ça se trouve dans la tête de l'opérateur. C'est l'équivalent d'un Teams ou un Zoom qui est sur roue. Donc, l'opérateur se branche dans une visioconférence pour le robot et puis est capable de bouger, donc déplacer le robot dans un environnement distant, puis en interagissant de façon vocale et visuelle avec son écran. Lui, l'opérateur à distance voit qu'est-ce que le robot voit, entend ce que le robot entend, et vice-versa, on peut entendre la personne, l'opérateur, voir son visage, puis entendre l'opérateur à distance. Ça, c'est ce qu'on appelle un robot de téléprésence. L'opérateur, avec son intelligence, doit
interagir avec les personnes à distance et contrôler le robot. Donc, ça implique du temps, ça implique une charge cognitive. Et puis, dépendamment si la personne est familière ou non avec l'environnement distant, peut demander quand même un peu de concentration là, pour que le robot puisse se retrouver, l'opérateur puisse se retrouver à travers le robot. Et quand on pense à utiliser ces outils-là avec des médecins, des cliniciens, des personnes âgées ou des aidants naturels qui ont peut-être peu de formation ou peu d'expérience à utiliser des robots, bien, il faut tenter de maximiser l'efficacité à faire en sorte que le robot les aide à utiliser la plateforme pour qu'ils se concentrent sur l'interaction. Parce qu'au début, c'est le fun, on apprend à jouer avec le robot, mais après un certain temps, on ne veut pas que, par exemple, si le robot manque de batterie, bien que la personne âgée avec qui le robot se trouve doivent aller recharger, les personnes âgées doivent aller recharger le robot parce qu'il est déchargé. Fait qu'on doit leur donner un certain niveau d'autonomie. C'est ce qu'on a travaillé depuis 2015. En fait, on travaille à développer des plateformes de téléprésence avec autonomie. Ici, c'est le robot SAM. C'est un robot commercial qui s'appelle le Beam Plus de Suitable Technologies, sur laquelle on a rajouté une caméra de profondeur, une matrice de microphone et plus d'énergie nécessairement, parce qu'en rajoutant de la puissance de calcul et des capteurs supplémentaires, ça consomme. Puis le but, c'était de rendre la plateforme plus autonome dans sa navigation puis dans ses interactions avec les personnes. Donc, à la base, on a un opérateur qui se branche comme une visioconférence, donc a une interface de ce genre-là, et a accès à certaines fonctionnalités d'autonomie ou d'interaction, comme par exemple suivre les visages. Avec le robot, si la personne se déplace, focalise sur son visage, le visage de la personne, et permet de garder centré dans l'image la personne avec qui l'opérateur interagit à travers le robot. Même chose au niveau de l'audition. Ici, avec la matrice de microphone, on est capable de localiser les sons alentour de la plateforme. Et donc, le robot se place pour toujours garder la personne qui parle au centre de son image, juste en localisant les sons. Ici, on est capable avec le robot d'interfacer des capteurs sans fil pour la prise de signes vitaux. Ce que ça permet de faire, c'est qu'un des éléments clés pour la prise de signes vitaux, c'est de s'assurer que la personne les prend correctement. Le capteur est bien placé, puis la lecture est valide. Avec le robot, on est capable d'avoir un retour visuel sur comment la mesure fut prise avant de placer les données dans le dossier médical. Ici, c'est un exemple de navigation. Là, le robot se déplace avec les algorithmes qu'on a développés pour la navigation. Avec la caméra de profondeur, on arrive à créer une cartographie en 3 dimensions de l'environnement. Puis quand le robot repasse sur un endroit qu'il a déjà visité, le robot est capable de dire « OK, ça c'est ma carte et je peux m'en servir pour naviguer. » Donc, justement, si le robot a besoin de se recharger et a localisé dans sa carte la station de recharge, il pourrait avoir une faute de réseau et puis le robot pourrait lui-même décider d'aller se recharger sans avoir le besoin de la personne résidente avec le robot. Donc ça, c'est un exemple où on augmente les capacités du robot pour lui donner un peu plus d'autonomie puis décharger l'opérateur et puis la nécessité de toujours avoir quelqu'un dans la boucle. On a transposé ces mêmes fonctionnalités-là sur des robots de sécurité. On les a appelés SecureBot. Des robots qui sont aussi capables d'aller se recharger, capables de naviguer avec des capteurs de profondeur, créer une carte. Ici, c'est un exemple, le robot qui parcourt des corridors pour créer une cartographie. Et ensuite, avoir un opérateur qui lui dit « Bon, ben là, je voudrais que tu patrouilles certaines zones. Je viens définir une zone à patrouiller. » Et le robot ensuite peut se lancer et faire la patrouille de ces différents endroits-là. Des applications pour les personnes âgées, l'errance nocturne,
dans des corridors pour être monitorés par des robots comme ça. On est en mesure de documenter ce que le robot voit durant ces périodes-là. On peut aussi accéder au robot à distance, comme un robot de téléprésence. Nécessairement, on doit faire en sorte que le robot soit en mesure d'éviter les obstacles de manière autonome. S'il y a quelqu'un qui est vu durant ces patrouilles-là, on est capable de documenter le tout. Donc, c'est des fonctionnalités qu'on est capable d'implémenter. Quand ChatGPT nous parlait de surveillance, sécurité, ben, c'est des choses qu'on peut faire avec la robotique maintenant. Là, c'est la partie recharge pour le robot. Une autre extension de ça, on a parlé d'un algorithme pour la navigation du robot. Et puis, quand on a, dans l'équipe qu'on a de développement, il y avait des ergothérapeutes avec notre équipe. Et puis, on leur montrait la carte qui se créait en 3 dimensions au fur et à mesure que le robot se promenait. Puis là, ils ont dit, eux autres, ils sont arrivés avec l'idée, nous autres, on croit que ça pourrait servir pour l'évaluation à domicile. Puis là, ils nous ont expliqué c'est quoi l'évaluation à domicile qu'ils font. Un ergothérapeute, quand une personne doit réintégrer son domicile après une opération ou après un changement de conditions physiques, vont venir mesurer différents éléments dans les pièces comme les salles de bain, hauteur du bain, hauteur de la toilette, largeur de porte, seuil de porte, pour pouvoir proposer des adaptations, des installations de barres de soutien, des marchettes, des fauteuils en fonction de l'environnement où la personne va vivre. Et puis, ils font ça avec un galon mesuré et avec en faisant des schémas, prenant des mesures. Une salle de bain, ça peut prendre 1h30 à faire. Et puis, ils se sont dit, ben, si on était capable d'avoir des modèles 3D des environnements qu'on a à mesurer, ça serait vraiment utile pour nous autres parce qu'en plus, les mesures qu'ils prennent, ils servent à d'autres personnels dans la chaîne, le continuum de soins. Fait que, on a porté l'algorithme de navigation du robot sur des téléphones qui ont des caméras de profondeur. Et puis, l'idée, c'est que là, au lieu que ce soit le robot qui manipule la caméra, ben, c'est une personne qui utilise le téléphone et balaye la pièce pour arriver à une sorte de peinture virtuelle là, de l'environnement, puis arriver à la génération d'un modèle 3D des pièces en question. Modèle qu'on peut ensuite utiliser pour justement visualiser selon différents points de vue la pièce en question. Ce n'est pas parfait. Par exemple, vous voyez qu'il y a des trous puis il y a des éléments qui manquent. Mais dans les surfaces qui sont réfléchissantes, là, il y a nécessairement des difficultés inhérentes au capteur. Mais ça permet structurellement de prendre, par exemple, on peut générer des mesures automatiques sur les différents espaces libres ou les dimensions entre les murs, comme on peut aussi utiliser la souris pour mesurer des choses de façon plus spécifique. C'est comme avoir un ruban à mesurer virtuel avec lequel on travaille dans le modèle. Précision, dans ce cas-ci, pour ce téléphone-là, de 1,5 cm. Ça, c'était à l'époque avant la sortie des iPhones. Les iPhone 13, je crois. La nouvelle génération aussi des tablettes, toutes récentes, là, ça fait peut-être 1 an ou 2. Ben, on a maintenant encore plus d'outils pour pouvoir le faire. Ça ne se limite pas à une seule pièce. On est capable de faire des maisons complètes. Donc, ici, c'est un exemple dans un condo où on a numérisé pièce par pièce. Et puis, on a, justement parce que le référencement se fait par des images, on est capable de documenter ou de référencer les séances de peinture virtuelle avec le téléphone à travers l'appartement. Et puis, ensuite, générer des mesures sur différentes surfaces, des outils qu'on a programmés dans l'application qu'on appelle Mapit. Je vous rappelle, on a développé un système de navigation pour des robots pour les rendre autonomes. Là, on est rendu dans une application qui permet de faire l'évaluation à domicile par les ergothérapeutes. Donc, c'est un bel effet de bord. Puis,
présentement, pour vous dire où on est rendu dans ce projet-là, ben, la professeure ergothérapeute qui est impliquée dans le projet, Manon Guay, l'utilise dans le cours ERG 731, Personnes aînées et éducation, pour la formation des ergothérapeutes. Ça montre le processus de mesure pour l'évaluation à domicile et utilise l'outil pour aussi se familiariser avec la démarche. Ça montre comment on est arrivé là. On est parti de AirTabMap, qui est le logiciel de base. On a eu à faire plusieurs itérations avec les cliniciens, avec différents environnements pour simplifier le processus, simplifier l'interface, arriver à corriger aussi, faire des ajustements pour avoir une cartographie qui soit la plus adéquate possible. On a vraiment co-développé cette solution-là en fonction de ce qu'on apprenait en déployant le système dans des milieux réels avec des vrais utilisateurs. Donc, on est content, ça va bien, les gens l'utilisent et ça permet, à travers le cours, de faciliter l'adoption de la technologie, dans ce cas-ci, parce que à la base, le premier réflexe pour les ergothérapeutes, c'est pas de dire on va y aller avec une application logicielle, c'est plutôt on commence avec le galon mesuré. Mais pour pouvoir faciliter l'adoption, le fait que la technologie soit introduite dans un cours peut être intéressant pour les nouvelles générations des ergothérapeutes. Une évolution à ça, parce que le projet de téléprésence robotique s'est poursuivi avec AgeWell sous l'acronyme SMART, où là, on vise à aller plus loin, puisque le robot de téléprésence, on était allé le tester dans 10 domiciles sans interaction avec les personnes, juste pour caractériser les capacités du robot à naviguer et à localiser les sons. Après ça, on a eu, avec Mapit, un déploiement de la partie cartographie, mais encore là avec des utilisateurs pour voir la nécessité d'avoir une utilisation facile, simple, ergonomique, puis d'avoir des données du milieu avec des utilisateurs. Puis le projet SMART vise un peu à combiner ces deux éléments-là. Je vais vous donner l'exemple qui a mené à cette réflexion-là. Un des robots de téléprésence avait été laissé chez mes parents parce que mon père souffrait d'Alzheimer, puis on voulait être capable, il ne voulait pas venir durant le temps des fêtes, on voulait être capable de le surveiller à distance pendant que ma mère était chez moi. Et on l'a laissé là pendant plusieurs mois, puis on a eu plein de données intéressantes, même quand le robot n'était pas utilisé, comme les gens qui venaient visiter ne se rendaient même pas compte qu'il y avait un robot dans leur domicile. Mais surtout, après 9 mois, ma mère a pensé qu'elle pouvait elle-même utiliser le robot si elle avait un téléphone cellulaire pour pouvoir surveiller mon père quand elle sortait faire des commissions ou qu'elle avait elle-même des rendez-vous médicaux. Puis ça a quand même si elle savait que c'était ça que le robot était capable de faire, elle n'avait pas le réflexe de penser que c'est quelque chose qu'elle pourrait faire en tant qu'opérateur. Donc, le constat, c'est que quand on discute, on fait des groupes de discussion focalisés ou on fait des entrevues semi-dirigées avec les personnes âgées pour leur demander qu'est-ce que les robots pourraient faire pour eux, bien, on se retrouve avec, ça c'est un exemple qui est pris de cet article-là, on se retrouve avec des phrases ou des affirmations qui peuvent parfois être difficiles à transposer dans la réalité technologique je vais revenir ici, de ce qu'on est capable de faire. Donc, comme le dernier en bas à gauche, là, être mon ami, être charmant, m'engager dans des conversations scintillantes, c'est loin d'être évident pour un ingénieur de dire, OK, c'est ça que comment je dois faire les choses. Ça reste quand même assez vague. Puis, on veut, à travers le projet SMART, créer des conditions où là, les personnes âgées, les cliniciens, les aidants, la famille passent l'étape d'idées préconçues issues de la science-fiction ou
biais par le fait que moi, je ne suis pas technologique, fait que c'est pas pour moi ces choses-là. Ou, bon, ben, en 2 heures, là, voici ce que je pense, donner des idées qui sont plutôt vagues et ensuite essayer de faire quelque chose avec, à être plus imprégné de la technologie et de leur capacité. Fait que créer un environnement où c'est comme une immersion, on pourrait dire ça comme ça, avec des résidences pour personnes âgées, avoir des robots qui sont laissés là en permanence, avoir des démonstrations fréquentes avec les gens pour que se crée cette proximité-là avec la technologie, les idées de Ah, ça pourrait me servir à faire telle chose puissent survenir. Fait on a mis en place une équipe qui implique nécessairement des roboticiens, mais aussi des gens qui regardent les besoins et les usages. Donc, la partie validation comment extraire ces informations-là à partir de la boucle qu'on met en place. Des gens en gestion d'innovation, comment être capable d'amener des technologies de ce genre-là sur le marché avec des utilisateurs. Des gens en droit, parce que nécessairement, il y a des aspects réglementation, ont accès à travers le robot aux images et aux sons des personnes. Et de politique appliquée, comment arriver à intéresser ou à fournir les arguments pour les politiciens ou les représentants gouvernementaux pour que les politiques changent ou adapter les politiques ou pour aller justement faciliter au lieu de trouver des obstacles par rapport à l'utilisation de ces technologies-là. Donc, puis nécessairement, ben, on déploie ça dans des résidences. Fait qu'on a fait des partenariats avec Chartwell et Grace Village, qui est une résidence à Lennoxville, à Sherbrooke. Puis l'idée, c'est qu'on amène des robots, on démontre, fait des démonstrations, on fait des essais, on tire des observations, on documente ça et on raffine la technologie, puis on boucle comme ça. Fait que les robots de téléprésence, avec l'évolution de leur capacité et d'autres robots, bien, ça devient fait partie de l'environnement de ces résidences-là. Ça, c'était l'idée. En 2020, la pandémie a frappé. Donc, ça nous a ralenti pas mal. Mais on continue à avoir cet objectif-là de créer des environnements de laboratoires vivants avec des robots dans des vraies conditions de vie. Puis on déploie présentement des robots dans une résidence de plus, en fait, une à Drummondville maintenant. Donc, on est en train de faire ces choses-là. Pour pouvoir arriver à faire ça, il nous manque un morceau du casse-tête. Puis le morceau, c'est OpenTerra. OpenTerra, c'est un environnement de visioconférence qui a été bâti avec comme objectif de faire des télésoins, mais pour contrôler jusqu'à des robots, dans le fond, pas juste faire de la télésanté, avec les caractéristiques que ça prend pour que ça soit satisfaisant pour le système de santé. Donc, incluant être capable de localiser les serveurs dans des endroits sécurisés. Ça peut être même chez le domicile de la personne. Des cliniciens peuvent se connecter, des participants, des aidants naturels de différentes façons avec ordinateur, tablette ou autre, qui peuvent s'ajouter à la séance sans problème. On peut transférer des données, des capteurs signes vitaux. Ça peut se faire de façon asynchrone. Donc, si on a pris des données sur une montre, par exemple, on peut les transmettre à une certaine fréquence, comme les soirs. Ici, c'est un exemple de séance qu'on est capable de générer. Ici, c'est de la téléconsultation. On rajoute des fonctionnalités qu'on n'est pas capable d'avoir dans les Teams et Skype de ce monde, Zoom. Par exemple, prendre une photo et mesurer les angles de mouvement des personnes ou activer un chronomètre pour une séance d'exercice commune. Ça, c'était un des éléments en télé-réadaptation qui était problématique, là, à savoir tout le monde se synchronise pour un 30 secondes d'exercice. Ça peut être pour interconnecter d'autres choses. Ici, un projet qui a été fait avec Inter, d'utiliser OpenTerra comme plateforme pour monitorer l'usage de bureaux actifs pour mesurer et documenter comment les gens utilisaient cette table-là, ou pour prendre des données sur des Apple Watch ou autres et les accumuler durant la journée, puis ensuite les transférer sur la plateforme pour pouvoir faire des analyses sur les mouvements ou les activités que les personnes font. Donc, ce morceau-là du casse-tête est très important pour pouvoir arriver à
à déployer des systèmes dans la vraie vie. Ça, vous l'avez déjà vu. Pour vous donner la suite à tout ça, c'est que là, on travaille sur la conception d'un robot qu'on a appelé Tita, qui vise à contrer l'isolement social. C'est pour nous la plateforme la plus évoluée sur le marché, puis au niveau de la recherche, pour faire de l'interaction humain-robot. C'est un robot qui est capable de mouvement. C'est un écran tactile qui est capable de faire des mouvements de tête. Il y a une caméra de profondeur sur le dessus. Il y a une série de microphones, donc une matrice de microphones à sa base. Aussi des capacités d'allumer des lumières. Là, on voit le robot qui scanne la pièce pour cartographier son environnement. Il va pouvoir documenter d'où viennent les gens, puis où ils s'en vont, puis où ils se trouvent. L'ordinateur embarqué, c'est un NVIDIA, pour ceux qui connaissent ça, mais c'est un système ordiné qui est spécialisé en traitement pour les réseaux de neurones artificiels. Donc, capable de faire fonctionner en temps réel, de façon embarquée, la reconnaissance d'objets, la pose des personnes. Le système avec les microphones permet de suivre la voix, de reconnaître aussi la voix, faire la génération de dialogue. Ici, on identifie qui parle seulement que par la voix. On est capable de faire de la reconnaissance visuelle. Un élément clé pour arriver à développer la boîte grise du robot dans ce cas-ci, c'est que, étant donné qu'on reconnaît d'où viennent les sons, on est capable de localiser les sons, puis ensuite faire de la reconnaissance, on peut combiner l'information spatiale avec qu'est-ce qui se passe dans le temps. Donc, ça, c'est un élément essentiel pour développer l'intelligence de la machine. Cette plateforme-là permet de l'intégrer pour le faire de façon sur une seule plateforme. Donc, c'est l'objectif avec ça, c'est vraiment d'étendre les capacités de la boîte grise là, que je parlais tantôt avec cette machine-là. Nécessairement, l'écran, on peut faire ce qu'on veut avec l'écran. On peut afficher un avatar avec les lèvres qui bougent en fonction de la personne qui parle. On pourrait montrer des images. On pourrait avoir une interface météo. On pourrait écrire toutes sortes de choses. Dans le fond, on contrôle tout de la plateforme. On est présentement en train de produire 4 de ces robots-là dans sa version, qui est la 4e version qu'on a validée justement dans des boucles comme je montrais tantôt pour le projet SMART. Je vais parler maintenant d'une série de projets, comme je disais, là, qui sont un peu ils sont rattachés à la robotique, puis vous allez pouvoir voir des éléments qui sont issus de différents projets. Le projet Smart Belt reprend les matrices de microphones qu'on a parlé, les place sur une ceinture. Là, ici, il y a 8 microphones. Et sur la ceinture, on a placé 15 actionneurs vibrants. Puis l'idée, c'est de dire en fonction de la direction des sons qui sont entendus alentour de la personne, on vient activer les moteurs vibrants pour que la personne, par sensation tactile alentour de la taille, puisse localiser où sont les sons par rapport à son environnement pour aider justement les personnes qui ont peut-être des problèmes de vision ou d'audition à mieux percevoir ou se comporter dans des environnements en fonction des sons. Donc ça, c'est un autre dérivé de ce qu'on a fait en termes de robotique. Le fauteuil roulant motorisé intelligent, ou FRMI, des travaux pour ça. C'est un robot, dans le fond, typiquement, parce qu'il y a des capteurs de proximité sur le fauteuil. L'intelligence se trouve dans l'opérateur qui contrôle le fauteuil. Puis l'idée ici, c'est de voir comment on peut fournir l'information ou l'interface opérateur qui lui permet, l'opérateur, de bien utiliser son fauteuil ou de l'utiliser avec une certaine autonomie. On a travaillé sur une tablette avec l'interaction vocale pour le faire. Il y a aussi des travaux qui ont été faits sur une interface cerveau-ordinateur avec EEG qu'on voit en bas à droite. Donc, la personne porte le casque. On essaie d'utiliser les signaux qui sont perçus par le casque pour contrôler le fauteuil. Attendez un petit peu. On va fermer le son. Ici, c'était pour vous montrer un autre effet qui est arrivé en montrant ce qu'on est capable de faire avec des robots. Là, je vous montre IRL1,
qui a été conçu avec des actionneurs qu'on dit élastiques ou compliants. Ça va être c'est un peu la même chose. Élastique dans le sens qu'on ne fait pas, ou compliant, on ne contrôle pas juste la position ou la vitesse du moteur. On vient aussi contrôler la force que le moteur génère ou les forces qui sont appliquées sur le moteur. Donc, ici, on vous montre des exemples de ce type d'actionneur-là. Souvent, il y a un élément élastique à l'intérieur. Dans ce cas-ci, c'est un ressort. Je vais vous montrer d'autres exemples avec un peu plus loin. Là, on voit là, le robot qui est programmé d'aller dans la direction des forces qui sont perçues par ces actionneurs dynamiques-là. Et puis, là, ici, le robot est non activé. Fait qu'on montre que les moteurs, quand ils ne sont pas en mode contrôle, peuvent être très rigides. Mais quand ils sont actifs et qu'ils sont programmés pour assister dans le déplacement de leurs membres, ça devient très facile. C'est en montrant cette vidéo-là à une chercheure en physiothérapie que l'idée de faire un exerciceur pour les membres supérieurs, pour les personnes ayant subi un AVC, qui a surgi. Donc, elle s'est dit, si je pouvais me servir du bras du robot pour, justement, comme on voit ici, dans la zone alentour du cercle, il n'y a pas de résistance, mais dans la zone à l'extérieur du cercle, le robot veut ramener le centre de sa pince vers la zone en vert. Bien, on pourrait avoir un exerciceur qui assiste la personne dans ses exercices quand elle en a besoin, la contraint dans les zones où elle ne doit pas aller. Puis, est arrivé justement avec cette idée-là en disant, bon, ben, est-ce que vous êtes capable de nous fabriquer quelque chose comme ça? Ça a donné naissance au projet ERA, pour exerciceur pour la réadaptation du bras. Un projet qui implique la conception d'un robot, dans ce cas-ci, à 3 axes, avec une poignée, puis l'opérateur, l'usager, a un casque de réalité virtuelle et puis va déplacer la poignée en fonction de... Oups, attendez un peu. Je vais skipper, je veux juste revenir à la vidéo. L'idée, c'est en fonction de la position du curseur, qui est en fait la position de la poignée que la personne voit dans son casque de réalité virtuelle, bien, on va venir soit assister la personne ou contraindre son mouvement ou créer une force pour pouvoir faire des exercices avec le robot. Là, ici, on va prendre un exemple, des exercices de faire des rotations avec le système, que ce soit dans l'axe horizontal, à l'horizontale ou vertical, et créer des conditions de jeu, d'aller chercher, par exemple, positionner le bras vers une cible. Bref, tout ce contrôle rendu là parce que le système est vraiment adapté à ce genre d'application-là. On en a créé d'autres, des actionneurs qu'on dit magnéto-rhéologiques, des actionneurs qui sont capables de générer des vitesses, dans ce cas-ci, mais qui ne sont pas dangereux pour l'humain. Parce qu'on a deux problèmes. Si on veut de la force, on met des gros moteurs, mais là, ça devient dangereux pour l'humain. Si on veut on veut protéger l'humain, on met des moteurs pas forts, mais là, c'est le moteur qui est en danger pour les interactions physiques. Fait qu'avec un actionneur magnéto-rhéologique, donc c'est un liquide qui change de viscosité en fonction du champ magnétique, c'est l'élément élastique, bien, on est capable de contrôler les forces de façon très précise, comme on le montre ici avec un ballon. Puis ça, bien, ce type de technologie-là, quand on a introduit ça à une chercheure qui s'occupe de patients qui souffrent qui sont en hémidialyse, bien, en hémidialyse, les exercices sont importants, mais les gens sont alités. Donc, il y a des systèmes comme ça qui coûtent 30, 40, 50 000 $ pour pouvoir faire des exercices. Donc, l'accès est quand même limité. On a fait un ergocycle avec la technologie magnéto-rhéologique. On le voit là en action juste en bas pour arriver
avoir un dispositif qui permet de prendre des mesures, contrôler la force, mesurer la force, changer la force, qu'on n'est pas capable de faire avec, par exemple, une technologie commerciale, le Monarch 881, qui coûte 3 800 $, qui est passif, qui ne prend aucune mesure, qui est sur une table, qui est instable. Bref, tout ça pour dire qu'encore là, avec une technologie de la robotique, on est arrivé à développer un système qui répond à des besoins cliniques et qui vient de façon nouvelle apporter des solutions à des situations qui peuvent aider à la réadaptation des personnes. C'était ma dernière diapo. Je voulais conclure en disant que rendre une machine intelligente, c'est un défi. Ça s'associe bien à la réadaptation et aux soins personnalisés parce qu'à la base, un robot, on peut voir ça comme un cas ultime de réadaptation. Là, on doit lui donner des capacités de voir, d'entendre, de bouger, de prendre des objets, de raisonner. Puis ça, ben, les éléments qu'on crée pour pouvoir faire ça en robotique, ben, on peut les transférer pour les soins pour les personnes. Puis c'est ce qu'on montre un peu à travers les projets que j'ai présentés, puis qu'on développe avec des techniques d'intelligence artificielle embarquées là, dans nos collaborations. Fait que si, à travers la présentation, vous avez pensé à des éléments que nos robots pourraient faire ou que vous avez des idées sur certains éléments qui pourraient être amenés, bien, comme solution pour les personnes âgées, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nos robots, ils sont gentils et puis on place l'humain toujours au centre de la démarche. Donc, ça devrait être bien aller à ce niveau-là. Fait que, merci beaucoup pour votre attention. Puis là, je serai prêt à prendre des questions à chaud. Merci beaucoup, François. J'écris beaucoup et moi-même, j'ai des questions aussi. C'était vraiment cool avec tous les exemples. Donc, j'ai invité à tout le monde, si tu as des questions, tu peux laver tes mains ou tu peux mettre dans le chat. Donc, si tu as des questions, vas-y. Aussi, on a le Q&A partie. Donc, oui, s'il y a des questions, pas déjà. Mais moi-même, je veux juste comme moi-même, combien de temps faut-il pour fabriquer quelque chose? Oh, il y a une question, je me donne ça. Oh, Chantal a dit merci, très intéressant et pertinent pour la personne âgée. Mais oui, combien de temps faut-il comme fabriquer comme quelque chose comme ça, comme la première idée jusqu'à le dernier résultat, le premier comme robot, parce que je sais que peut-être il y a des différentes versions. C'est sûr que le temps est fonction du robot, puis d'où on part. Les premiers robots sont peut-être plus durs à faire ou plus longs à faire, puis c'est pas quelque chose qui se fait de façon instantanée. Mais c'est vraiment en fonction des projets. Si je prends T-Top, on est à la 4e version sur un projet, je pense, qui date depuis 4 ans. Fait que, on est capable de prototyper quand même assez rapidement, mais l'idée, c'est que on est rarement satisfait du premier coup de ce qu'on conçoit. Puis c'est encore plus vrai, ça, quand on les place. On place les robots dans les mains des utilisateurs. Puis ça, c'est un élément critique au laboratoire. On veut pas éliminer ça parce qu'on pourrait faire des robots qui fonctionnent très bien en laboratoire, puis nous autres, on va être très satisfaits. Mais on apprend toujours quand on déploie les robots dans la vraie vie. Puis ça, c'était pareil pour le logiciel de navigation, là, AirTab Map, qui a donné naissance à Mapit. Ben, on a raffiné AirTab Map parce qu'on a développé Mapit, qui nous a amenés dans des environnements réels, puis qu'on a dit, OK, dans telles conditions, le capteur, il faut l'interpréter de ces façons-là. On peut optimiser les modèles de ces façons-là. Fait, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis par la préoccupation constante de toujours amener la technologie dans des situations réelles parce que c'est là que tout se joue. Puis pour qu'ils puissent un jour servir les robots pour les personnes âgées, il faut que les robots soient développés avec eux autres, donc dans des conditions réelles d'utilisation. Merci beaucoup. Aussi, j'ai encouragé, c'est des questions. Tu peux utiliser le chat. Oui, on a une question de Hubert. Il dit aujourd'hui, c'est quoi l'enjeu majeur, fonctionnalité, utilisabilité
ou bien trouver des besoins? C'est une bonne question. En fait, je pense que c'est une combinaison des... euh, les gens en tant que tels euh, peuvent... qu'est-ce que la technologie est capable de faire? Donc, le but avec les personnes dans des projets comme SMART, c'est qu'ils puissent passer cette étape-là, puis qu'ils puissent voir qu'est-ce que la robotique maintenant ou la technologie maintenant est capable de faire pour eux. Puis en faisant ça, ben, on peut faire, quand en tant que roboticien, on fait la conception, on n'imagine pas nécessairement les conditions d'utilisation ou c'est facile, nous autres, on sait comment ça fonctionne, puis il y a des choses qu'on prend pour acquis. Fait que la robotique, présentement, elle est beaucoup faite, quand elle n'est pas commercialisée, c'est beaucoup fait pour montrer une nouvelle fonctionnalité en robotique ou en intelligence artificielle, mais pas nécessairement pour faire face aux conditions réelles. Donc, euh, il faut les amener dans la vraie vie. Là. Puis, avec le robot T-Top, l'objectif, c'est qu'il soit déployé 24/7 sur des longues périodes de temps. Puis, avec OpenTerra, on va être capable de faire la maintenance parce qu'on ne s'attend pas à ce que les gens des résidences soient capables de le faire. Donc, pouvoir intervenir à distance en le faisant, en plaçant ces éléments, les fonctionnalités qu'on est capable avec dans les milieux de vie, bien, les besoins vont être plus pragmatiques. Donc, au lieu d'imaginer vagues ou qui sont propres à la science-fiction, on va arriver à identifier plus qu'est-ce qui est faisable maintenant. Fait que pour moi, je vois ça comme un tout. Puis présentement, l'enjeu majeur, abordé dans un tout, parce que le domaine de la robotique adresse les fonctionnalités, mais indépendamment du reste. La partie utilisabilité est un peu la même chose. Prend des robots très simples qui s'intéressent à l'utilisabilité, mais ça reste des expériences sur courte durée. Puis pour les besoins, bien, comme je disais, ça se fait de façon à groupe de discussion focalisé, mais sans voir et comprendre ce que la technologie est capable de faire. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question à propos de comme quand on pensait combien ça coûte pour certains robots commerciaux. J'étais vraiment intéressée quand tu as parlé à propos de les démonstrations que tu as faites dans les résidences pour les personnes âgées. Je pense que c'est vraiment intéressant. Mais si quelqu'un veut comme acheter quelque chose comme ça, quelque chose de plus commercial, est-ce que tu as des commentaires à propos de comment on peut réfléchir pour être sûr que des choses comme ça sont affordables? Et aussi, je pensais aussi à propos de l'assurance, qu'est-ce que les compagnies d'assurance peut-être pour couvrir ces coûts de ça? Qu'est-ce que tu penses? C'est une bonne question. Si on prend un robot de téléprésence de base, là, je vais dire 5 000. C'est souvent le montant qu'on voit. Euh, Quand on a un robot T-Top, là, on est plus proche d'un robot, un prototype de recherche. Donc, il n'y a pas de réduction de coût à l'échelle, mais en plus, il y a pas on ne met pas le coût du personnel. Ça nous coûte à peu près 6 000 en matériel pour pouvoir faire. C'est des ordinateurs à la fine pointe, c'est des capteurs qui sont dispendieux par rapport à ce qu'on voit sur des robots de téléprésence, par exemple. Qu'on pourrait, présentement, si on faisait un estimé de ce que ça vaut sur le marché, une version commerciale, ça pourrait être plus proche de 20 si on avait à en acheter, à en commercialiser demain matin. En contrepartie, il y a plein d'entreprises qui sont démarrées pour des robots interactifs dans les années 2015 à 2020 qui offraient des solutions robots d'interaction de table. Puis leur cible de prix, c'était 1 000 $. Ben, ils ont toutes fait faillite. Donc, ils ne sont juste pas capables de produire ça à ce coût-là. Donc, c'était plus des coûts de marketing puis des aspirations. Mais technologiquement, on n'est pas là. Si on regarde l'évolution du Roomba, un robot comme le Roomba
qui se vend maintenant 400 $, 500 $, dans les quincailleries, dans la quincaillerie près de chez vous. Dans les années 90, c'était plus une plateforme qui pouvait coûter 1200, 1500 $. Et la technologie a fait en sorte que les coûts ont diminué, puis on réussit à faire une conception qui utilise le processus à grande échelle, là, à grand volume, pour réduire les coûts. Un robot à 300-400 $ doit coûter à peu près 75 $ à produire pour pouvoir être rentable. Fait l'accès au marché va être beaucoup fonction de ce qu'on est capable de ramener ou diminuer comme coût pour ce que les gens sont prêts à payer pour cette technologie-là. Ça revient à dire c'est quoi la valeur de l'utilité du robot. Dans les robots aspirateurs, on était capable d'en faire des robots aspirateurs avant, mais ils étaient bien trop coûteux. Là, à ce prix-là, on s'achète un Roomba et on est satisfait. Ça va être quoi le prix pour un robot interactif pour les soins pour les personnes âgées? Ça va être en fonction de ce qu'il est capable de faire, puisqu'on va être capable de payer. Si on est capable de démontrer que l'usage d'un robot interactif permet de diminuer les charges de temps du personnel d'un facteur X, puis là, on est capable de quantifier la valeur, bien oui, il va y avoir une opportunité. Et pour ça, il faut les déployer puis démontrer cette capacité-là. Fait que, on est là dans le stade de commercialisation de ces technologies-là. Merci beaucoup. C'est beaucoup de choses à réfléchir et c'était vraiment intéressant et tous tes exemples que tu partageais, c'est vraiment des bons travaux que tu fais à intérêt. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup à François et je vous dis merci à tout le monde qui est ici pour le webinaire. On va envoyer cet enregistrement après l'événement, donc attends pour ça et j'espère que tout le monde passe un bon jeudi et merci beaucoup. Merci Ashley, merci à tout le monde. Bonne Bye! journée. Bye.